Place à notre invité au cœur de l'info. Aïda Tavakoli est franco-iranienne, présidente de We Are Iranian Students, une association créée en 2022 après la mort de Mahsa Amini et le soulèvement Femmes, Vie, Liberté. Nous allons voir ensemble quelle pourrait être l'issue de cette guerre pour les Iraniens qui sont pris en étau entre un pays qui les opprime et un pays qui leur impose donc cette guerre. Bonsoir Aïda. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Quelles sont tout d'abord les informations qui vous parviennent? On sait qu'évidemment la diaspora iranienne est collée à ces téléphones portables, aux réseaux sociaux pour avoir des informations parce que vous avez tous de la famille encore sur place. Oui, nous n'en avons pas de nouvelles en fait. On a de la famille, des amis, des proches, mais on n'a plus de nouvelles depuis jeudi. Le blackout est absolument total. Le régime islamique a entraîné un blackout radical. C'est une forme de torture psychologique, c'est une forme aussi de maîtrise de la propagande. Et donc, c'est extrêmement éprouvant. C'est une population civile qui est donc invisibilisée, non seulement dans son vécu au quotidien, mais aussi dans les processus politiques qui ont en cours. Parce qu'en fait, on fait, il me semble, au Moyen-Orient, on répète cette erreur de dissocier les populations civiles de ce qui se passe politiquement. On raconte ce qu'elles subissent, on raconte leur désarroi, l'intimité des familles, bien sûr. C'est très important de donner des visages et de l'humanité. Et ensuite, on raconte les gens qui décident pour eux, sans jamais se demander que se passerait-il si ces civils qui sont invisibilisés, non seulement dans leur ressenti dans le cas iranien, mais aussi dans les processus politiques qui concernent leur pays. C'est-à-dire qu'on parle de droit d'autodétermination des sociétés civiles. Qu'a-t-il comme signification s'ils sont toujours mis à l'écart? Donc si je dénonce très fermement cette attaque israélienne qui est contraire au droit international et qui est contraire aux outils pacifiques de lutte que s'est choisi la société civile iranienne, je dénonce tout aussi fermement l'action de M. Emmanuel Macron de décider de négocier à nouveau avec ce régime islamique qui est criminel et terroriste, qui a financé le terrorisme dans l'ensemble de la région et qui aujourd'hui n'est ni un partenaire crédible pour l'Occident, ni un représentant légitime de la population civile iranienne. Et donc, du coup, quelle serait la solution si on ne peut pas négocier, faire confiance à ce régime? Comment peut-on sortir d'une situation armée militaire dans laquelle nous sommes? Alors, c'est la seule voie? Alors, justement, on pense qu'on a soit la voie militaire, soit la voie de négociation diplomatique avec ce régime. En réalité, il y a une autre voie, celle de radicalement s'opposer à une quelconque diplomatie avec ce régime qui a fait maintes fois les preuves qu'il n'en était pas digne, et inviter à la table des négociations l'opposition iranienne qui existe, qui actuellement est enfermée dans les prisons d'Evin avec les 2 otages français, dont Emmanuel Macron a exigé la libération au moment de son échange avec M. Pezeshkian. Mais il n'a pas parlé des opposants politiques, qui sont une force d'opposition immense en Iran, et prévoir un processus électoral libre sous surveillance internationale pour que cette population iranienne ne se voit pas comme de nombreuses populations civiles de la région, son destin confisqué par une attaque armée extérieure. J'entends bien que vous ne soutenez évidemment pas cette action militaire israélienne en Iran, mais vous voyez là, malgré tout, une opportunité de contraindre ce régime à lâcher du lest sur cette opposition iranienne? En tout cas, il faut rectifier le tir. C'est-à-dire que l'histoire nous a quand même montré, maintes fois dans la région, que quand on n'associe pas la société civile à un changement de régime, même le plus abominable qu'on puisse imaginer, malheureusement, ça n'ouvre jamais l'espace à une stabilité, à un droit d'autodétermination, à une démocratie, à une liberté. Il suffit de citer l'Afghanistan, l'Irak, enfin effectivement, il y a énormément d'exemples. Il y a énormément d'exemples. 2003, l'Irak évidemment, il y a la Libye, il y a l'Afghanistan qu'on a rendu aux talibans après 20 années de guerre, qui a coûté extrêmement cher en vie humaine, en évidemment
et financièrement aussi, économiquement. On a l'exemple de la Syrie qui nous montre aussi que le scénario catastrophe, c'est-à-dire un pouvoir dictatorial qu'on essaye de renverser et on n'y arrive pas, puisqu'il y a le soutien de la Russie et de la Chine derrière. Donc, Bachar al-Assad s'est accroché au pouvoir pendant 15 années avec toutes les parties qui se sont ajoutées à la configuration catastrophique et chaotique syrienne, rendant toute la population syrienne réfugiée dans nos pays. Donc, combien de fois est-ce qu'on va devoir expérimenter cette erreur de vouloir renverser un régime dictatorial au Moyen-Orient, choisir la suite sans y associer, faire des négociations politiques sans jamais y associer la population civile, récolter du coup le chaos, les guerres, l'État islamique, la colère. Daesh, la colère, une population. Nourrir toute la propagande de ces financeurs du terrorisme. À quel moment est-ce qu'on va rectifier le tir? Il me semble que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui avec Femmes, Vie, Liberté. C'est aujourd'hui avec cette population civile iranienne qui propose une autre voie, pas seulement pour l'Iran et la région, mais pour notre monde. Vous appelez à demander à obtenir la libération de ces opposants qui se trouvent dans les prisons, notamment pour ceux qui se trouvent dans les situations les plus compliquées. Il y a eu cette déclaration d'ailleurs de la prix Nobel de la paix, c'était mardi, je crois, sur les réseaux sociaux, Narges Mohammadi qui écrivait « J'ai quitté la maison, cette maison habituée à être quittée, parfois pour la prison, justement, parfois pour l'exil et maintenant pour fuir la guerre ». Cette opposition, elle est plurielle à l'image de cette société iranienne qui est très hétéroclite. Est-ce que vous pouvez nous la détailler, nous l'expliquer, qu'on comprenne quel est ce pays, ce vivier, ces forces très dynamiques qui existent au sein de l'Iran? Merci pour cette description, c'est très juste. 87 millions de personnes. C'est un pays qui est immense, qui a une culture millénaire. Et la diversité aujourd'hui d'opinions politiques, de réactions face à cette attaque, toutes les voix diversifiées qui s'élèvent, qui sont massivement opposées au régime, mais même en étant massivement opposées au régime, les voix sont diverses. En fait, c'est la démonstration de l'échec du projet totalitaire du régime islamique qui souhaitait imposer une pensée unique, une croyance unique. Et en fait, il n'a jamais réussi à le faire, puisque face à une population iranienne qui est la plus instruite du Moyen-Orient et de très loin, qui a une culture qui est absolument merveilleuse, on le voit avec la production cinématographique palmée à Cannes cette année, on le voit avec la poésie. Vous savez, Hélène Audet, qui est poétesse canadienne, qui disait « Il appartenait au peuple de la poésie de changer le monde avec 3 mots ». Moi, j'y crois profondément à cette phrase. C'est pas juste un slogan « Femme, vie, liberté ». C'est l'idée d'un monde qui est différent de celui des prédateurs qu'on le voit aujourd'hui, pour citer Giuliano da Empoli, l'heure des prédateurs. Excellent essai qui nous montre à quel point est-ce qu'aujourd'hui, ces quelques-uns qui sont aux manettes n'ont aucun égard, ni pour le droit international évidemment, mais ni non plus pour les populations civiles, ni pour l'ordre du monde. L'ordre du monde est contraire à leur méthodologie, ce vide de sens, ce vide de principe, ce vide de vision du monde qu'ils nous proposent. Que fait-on face à ça? Moi, je dis que la population iranienne nous a proposé une voie qui est merveilleuse, qu'il est temps que le continent des Lumières saisisse la lumière S'il existe encore. S'il existe encore, en tout cas, il est temps de prouver qu'il existe encore. Monsieur Emmanuel Macron ne devrait pas inviter et nous faire honte, nous, en tant qu'héritiers de Lumière. Je suis franco-iranienne, je suis aussi héritière de ce merveilleuse culture française des Lumières. Il ne devrait pas nous faire honte en invitant ces criminels à négocier. Il devrait tendre la main, enfin, c'est ce qu'on lui demande depuis plusieurs années, à cette population civile iranienne, les opposants, organiser un processus d'élection démocratique où toutes ces voix très diversifiées de la population civile pourront avoir un droit d'exprimer leur droit à l'autodétermination, et le régime islamique doit faire partie du passé une bonne fois pour toutes. Je parlais de cette société dynamique parce qu'on vous voit notamment, alors, dynamique culturellement, hein, on l'entend, mais on vous voit vous mobiliser depuis des décennies, que ce soit à l'intérieur malgré la répression, que ce soit à l'extérieur des frontières. Pourtant, les révolutions se succèdent en Iran depuis 1979. Le régime tient. Comment vous expliquez cette solidité du régime iranien? Je l'explique par
le fait que la communauté internationale n'a pas respecté ses engagements en termes de droit international. Il ne s'agit pas évidemment par compassion ou empathie pour la société civile iranienne ou sympathie de les aider à exercer leur droit à l'autodétermination. C'est un engagement qui est pris. C'est un devoir de la communauté internationale de sanctionner de façon ciblée ce régime, de sanctionner l'appareil répressif du régime, de refuser les négociations avec ce régime, de garantir un espace d'expression libre à la population iranienne. Ça veut dire de les assister quand ils demandent d'avoir accès à Internet pour avoir des plateformes d'expression libre. Ça veut dire permettre l'alimentation des caisses de grève quand ils souhaitent exercer leur droit citoyen de contestation qui est garanti dans les droits fondamentaux humains. Ça veut dire ne pas négocier et ne pas permettre un transfert de 6 milliards de dollars par M. Biden en 2023 à ce régime, ce qui lui a donné évidemment un autre souffle, ou de sanctionner les chemins de la vente de pétrole du régime qui passe par la Chine, qui sont documentés également et qui atterrissent ensuite dans nos pompes à essence. Donc, en fait, moi, ce qui me surprend toujours, c'est qu'on dit, on me rétorque que cette idée d'une transition démocratique, pacifique, libre est fantasmée. Mais c'est drôle parce que quand il s'agit de prévoir une attaque militaire d'ampleur qui est préparée depuis 15 années par le régime israélien, c'est documenté, qui demande donc des moyens d'une ingéniosité, on le commente librement sur nos plateaux de télé, on parle de moyens bluffants, de technologies extraordinaires, d'une ingéniosité extraordinaire, mise au service. Et pas d'un processus démocratique. Et donc, je me dis, en fait, la première personne dans le gouvernement israélien qui s'est dit « et si nous construisions une base de drones à l'intérieur du territoire islamique et que nous infiltrions complètement ce territoire-là » et qu'on faisait du chantage aux opposants au régime pour les obliger à travailler avec nous et devenir espions, et qu'ensuite, pendant 15 années, nous déployions des ressources pour mettre en place un virus qui allait attaquer les centrifugeuses. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Les limites du possible sont toujours repoussées quand il s'agit d'amener du chaos, de la mort et de la guerre, ou de faire des démonstrations de force, ce qui est l'intérêt du régime de M. Netanyahou. Mais par contre, quand on demande un processus démocratique, de garantir une passation du pouvoir et la fin du régime en sécurité sans qu'il y ait de mort civile, là, d'un coup, ça devient vraiment très compliqué à imaginer. Ce que ça met en lumière aussi, c'est cette obsession de ce régime, de cette théocratie pour la répression, puisque c'est comme si, concentré sur cette répression, il n'avait pas vu l'ennemi qui arrivait de l'étranger, considérant que l'ennemi est déjà à l'intérieur dans sa propre société. C'est dire la logique un peu tordue de ce régime, puisqu'il a peur de sa propre population. Dès le début, on les a vus appeler au respect du port du voile, alors qu'il y avait des frappes israéliennes sur le pays, c'était leur préoccupation. Vous le disiez, il y a ce blackout, coupure d'Internet. Malgré tout, est-ce qu'on a un régime qui appelle à la destruction d'Israël depuis des décennies? Est-ce que c'est un discours qui est partagé aussi, c'est ce qu'on a parfois du mal à comprendre depuis l'Europe, par la société ou par une grande partie de la société iranienne encore? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire, il y a une histoire ancienne d'amitié entre les peuples... Le peuple juif et le peuple perse, le peuple iranien dans sa globalité et sa diversité ethnique. Et puis surtout, la population civile iranienne dénonce très fermement justement ce discours et cette politique de la mort du régime islamique. C'est-à-dire dans le slogan « Femme, vie, liberté », le mot central, c'est « vie ». Et les outils et les moyens dont se sont dotés cette population civile iranienne pour lutter contre l'idéologie des martyrs, l'idéologie de la mort, eh bien, c'est quoi? C'est l'art, c'est l'amour, c'est la danse, c'est le chant, c'est la création. Et donc, ils ne sont absolument pas habités par la haine ni de l'existence d'Israël, ni de la population israélienne. Ce que demande et ce pourquoi se bat la société civile iranienne aujourd'hui, c'est pour le droit des sociétés civiles, non seulement iraniennes, mais dans tout le Moyen-Orient et dans le monde entier, le droit de vivre dignement
et le droit de choisir son destin. Donc le droit à l'autodétermination. Ce n'est pas que pour l'Iran, évidemment. Il n'y a pas que l'Iran dont le destin est confisqué dans cette région. Donc aujourd'hui, moi j'appelle à nos gouvernements. J'appelle nos gouvernements qui sont porteurs du seul espoir dans ce monde prédateur à faire preuve de responsabilité, à faire preuve de mémoire de tout ce que l'histoire nous a montré de cette attitude envers le Moyen-Orient et des conséquences du mépris des sociétés civiles au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, pour une fois, attraper la main qui est tendue par la société civile iranienne, ne pas la laisser sous les bombes, ne pas la laisser sous un régime qu'elle conteste depuis 46 ans et lui donner l'opportunité d'exercer enfin son droit à l'autodétermination. D'autant qu'on a vu lors de la répression de 2022 qu'on pouvait agir sur la libération des prisonniers, qu'à partir du moment où des dirigeants étrangers, à partir du moment où l'ONU se positionnait, il était possible d'obtenir de la part du régime. Pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que ce qui est en train de se dérouler en Iran renforce la détermination de cette théocratie qui se resserre sur ses fondamentaux et sur son idéologie. Oui, mais c'est un chant du cygne. Je veux dire, c'est une démonstration aussi de leur fragilité. Leur fragilité, elle ne date pas du 13 juin. Ils ont été fragilisés à maintes reprises par le courage de la société civile iranienne qui a lutté avec une détermination quand même absolument inouïe. Et des signes de résistance parfois très simples, de se mettre du vernis à ongles, de pouvoir baisser un peu un voile plus qu'il ne serait autorisé. C'est vrai que cette résistance, elle est partout, constamment, en particulier en cette jeune génération dont on ne cesse de parler, parce que c'est ce qu'elle représente, elle est la plus représentative de cet Iran moderne. Absolument. Ils sont jeunes, ces Iraniens. Absolument. Les signes de désobéissance civile sont quotidiens en Iran. C'est-à-dire que ici, parfois, on me dit « c'est drôle, les Iraniennes sont très maquillées ». Mais en fait, c'est un acte politique de se maquiller en Iran. C'est pas une coquetterie superficielle. C'est un acte politique de dire si le seul espace que vous m'autorisez à montrer dans l'espace public, c'est mon visage, alors j'en prendrai soin. Et la grève des camionneurs en Iran, juste avant la frappe, durait depuis déjà 5 semaines. C'est un courage inouï, c'est-à-dire dans un pays dont les sanctions n'ont jamais été révisées et donc avec une économie qui est complètement asphyxiée et qui pénalise en premier lieu la société civile et non pas le régime. Encore une fois, ça, c'est la responsabilité de la communauté internationale. Eh bien, ces travailleurs et ces camionneurs ont quand même réussi à tenir et à faire grève pendant plus de 5 semaines. C'est inouï. Donc, cette population civile, avec ce courage extraordinaire, évidemment qu'elle a affaibli le régime. Aujourd'hui, ce ne sont pas les bombes de M. Netanyahou qui sont en train de renverser le régime. C'est la détermination et le courage de la société civile iranienne depuis plus de 46 ans, génération après génération. Depuis 1999, avec le premier soulèvement des étudiants, jusqu'à 2022, avec les 20 000 manifestants dont la moyenne d'âge était de 17 ans arrêtés par ce régime. Génération après génération, ce flambeau a été passé. Il termine aujourd'hui avec le slogan « Femmes, vie, liberté ». Saisissons leurs mains et mettons un terme définitif à ce cauchemar qu'est le régime islamique. Et cette génération Femmes, Vie, Liberté, c'est une génération qui n'a pas connu la guerre il y a 40 ans, qui n'est pas, contrairement à ces dirigeants âgés qui sont abattus par Israël, aujourd'hui, qui avait cette mémoire-là, et elle est porteuse d'autre chose, cette génération. Absolument. Mais elle est aussi... ce sont les enfants de la génération qui a fait la guerre. C'est la génération de mes parents. Mon père a fait la guerre Iran-Irak. Il était en service militaire. Aujourd'hui, c'est mon cousin qui est en service militaire. Mon cousin qui, comme beaucoup de jeunes Iraniens veut simplement une vie digne, est en service militaire et travaille quotidiennement dans les établissements qui sont visés par l'armée israélienne. Donc, on est en apnée tous les jours. C'est aussi cette réalité-là, l'Iran. C'est 2 générations d'affilée qui ne souhaitent plus aujourd'hui être prises en étau par la guerre du régime islamique, qui n'est pas la leur et qui ne le sera jamais. Je vous remercie infiniment, Aïda Tavakoli, d'être venue sur ce plateau, nous livrer votre regard, vos convictions. Et on a entendu cet appel aux dirigeants européens, notamment, pour qu'ils soutiennent cette opposition à cette société civile iranienne. Merci à vous. Merci infiniment.